on n'avait pas fini le bête. Non, on n'a pas attaqué le bête. Shalom uvracha, shalom les koulam. On revient dans notre étude de Sefer Oroth du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Nous sommes dans la deuxième partie qui s'appelle Amilchama. Et on a mis 3 cours pour étudier la première piska, le premier paragraphe. Nous arrivons donc maintenant, Besha Tova, à la piska Bet. Ok? Alors allons-y. Nous sommes donc page Yud Gimel en bas. C'est-à-dire, là c'est parti. Anu mistakelim bedorot arishonim. Misé à dorot arishonim. Quand on regarde les générations premières, alors à qui on fait référence quand on parle ici des générations premières? Voilà, pas que, mais Anshe Tanakh, les gens du Tanakh. Ça va? Et là, ma question, tout de suite, alors c'est pas dur à comprendre, hein, les gens du Tanakh, on sait de quoi on parle, mais j'aimerais mettre l'accent sur une chose pour que vous compreniez bien. Avez-vous entendu parler d'un monsieur qui était rouquin, beau gosse, avec des beaux yeux, et qui est devenu roi d'Israël? David. D'accord? Tout le monde a entendu parler de David. Jinji, im yefe enaim. Admoni, im yefe enaim. Seulement, il faut savoir que d'après le Talmud, Admoni, ça ne veut pas dire poil de carotte. Admoni, ça veut plus dire blond que roux. Donc ça veut dire que David était blond avec des beaux yeux, j'imagine bleus. Je ne sais pas si vous voyez de qui vous parlez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? De profil. Faut bien que mon côté polonais ressorte une fois parmi une horde de séfaradim qui sont prêts à me dévorer à chaque cours. C'est vrai que les Polonais, ils sont beaux, ils sont blonds, ils ont les yeux. T'as vu ou pas? Bon, même s'il semblerait qu'Avraham Avinu il ressemblait plus à un Irakien qu'à un Polonais norvégien. Mais bon, en malade. Qui sait, on n'a pas de photo. Hein. C'est vrai, j'avoue. En tout cas, David Ameller, tout le monde connaît. Maintenant, si je vous demandais... Lui, on a une photo, je crois. Si je vous demandais de me le décrire, comment me le décririez-vous? Grand et fort. Grand et fort? D'abord, il est petit. Petit? Petit? Pas comme David. Non, mais décrire. Tu vois une photo, qu'est-ce que tu vois? Il avait une taille normale. Bon, taille normale. Belle forme. Costaud. Donc, on est plus ou moins d'accord avec le concept? Mais même Shaoul, il lui dit à David. Avec les cheveux comme ça? Non, je parle au niveau de la. Quand David il vient pour se battre avec Goliath, Shaoul il lui dit mais toi tu es Non, petit. face à Goliath. Face à Goliath, il était petit. Mais il lui dit tu es petit. Mais bon, il est quand même un guerrier. Ok, dans la suite du film, c'est un guerrier. Le problème, c'est que pourquoi tu me le représentes comme ça? Est-ce que ça ne correspond pas au personnage si je te dis un vieillard qui n'a plus de force et qui est dans son lit et qui n'arrive pas à se lever? C'est pas l'image qu'on a d'un guerrier. Attends. Est-ce que ça correspond à David? À la fin de sa vie. Il y a fait, donc ça correspond à David. Nbaya, évidemment que je suis conscient que c'est à la fin de sa vie. Mais le descriptif marche aussi pour David. Non, mais ce qui marque, Attendez, temps mort. On est d'accord que et le représenter comme le beau gosse qui vient de vaincre Goliath, ça marche. Et le représenter comme un vieillard qui a du mal à marcher et qui ne peut pas se lever tout seul, ça marche aussi. Évidemment que ça, c'est une partie de sa vie et ça, c'est une autre partie de sa vie. Mais dans la conscience collective, lorsqu'on entend David, on le représente plus quand il a 30 ans que quand il en a 70. Jusque-là, je ne dis rien de foufou. Maintenant, le Rav Kanievski, prenons par exemple, le Rav Kanievski, ou hier soir j'ai donné cours sur Reb Shlomo Zalman Auerbach. Tout le monde connaît la photo de Reb Shlomo Zalman Auerbach, c'est une photo qui date de quelques années avant sa mort, un vieillard, toujours avec le sourire, parce qu'il avait toujours le sourire, mais la barbe blanche, les rides de partout, machin. Alors que Reb Shlomo Zalman Auerbach, il a eu 24 ans. C'est l'année où il a sorti son premier livre. C'est Reb Shlomo Zalman à 24 ans, c'est la révolution dans le monde de la Torah. Parce que c'est lui qui va être le premier à véritablement rentrer la tête dans Chashmal Shabbat. Et il a 24 ans et il est cholek sur le Chazon Ish. C'est pas n'importe quoi. Mais dans la conscience populaire, aujourd'hui,
quand tu parles des Gdolé Rabbanim, tu les représentes comme ils sont à la fin de leur vie, avec la barbe blanche, la canne, et pas quand ils sont à 30 ans, pleins de méretz. C'est pas. Parce que David était un guerrier. Attendez, temps mort. L'onachon. Quand je fais le lundi soir ma série de cours sur les personnages, tous les personnages que j'étudie sont des rabbanim. Et si tu suis un petit peu, et je t'invite à les reprendre, ils sont tous enregistrés, tu vois qu'ils ont tous été aussi des combattants, aussi des guerriers, aussi des machins, aussi des trucs. Non, ils ont été jeunes, quoi. Non, mais quand ils étaient jeunes, ils n'étaient pas tous. En tant que rabbanim. Ils étaient. Mais bidiouk. Et en tant que rabbanim, ils n'étaient pas toute la journée au Beth Midrash. Et pourtant, tu les représentes aujourd'hui au Beth Midrash. Mon fils, nos fils, la majorité des gens, quand tu leur demandes c'est qui tes super-héros préférés, alors mon fils il va te parler de Sangoku. Sangoku. Tu connais pas Dragon Ball, mon ami, je ne peux rien faire pour toi. À la limite, il va parler de, je sais pas moi, Superman, Iron Man. Bon. Spider-Man. Non, depuis l'euro, c'est plus son héros. Bon, tous ces héros-là sont juifs, hein, donc ça passe. Tout c'était inventé par des juifs. Mais c'est pas ça ce que je veux mettre en avant. Iron Man, des mecs puissants. Moi, quand j'étais jeune, j'avais... les plus jeunes d'entre nous se rappelleront qu'on a grandi avec les albums Panini en France. On achetait nos albums et tu achetais après des pochettes où il y avait des autocollants, il fallait les mettre voilà, dans l'album. Combien on a dépensé? 2 milliards par an. Hein, parce qu'il me manquait la photo. Marketing terrible. C'est pas mal, hein? Et bon, donc tu avais dans les albums, tu avais les équipes de foot, tu avais les dessins animés préférés. Et puis, un jour, j'ai vu qu'aux États-Unis, et je savais pas, mais il y en avait évidemment aussi en Israël, mais il y avait d'autres écoles, d'autres styles, avec des enfants qui avaient aussi des cartes à jouer, à s'échanger, des autocollants, mais il n'y avait pas les équipes de foot dessus, il y avait les Rebes. Oh, t'as le rabbi de Gour, je l'avais pas. Tu peux me l'échanger contre mon rabbi de Chance? Et ça s'échangeait les rabounim. Alors attention, pas les rabbins en tenue de foot. Les rabbins à la fin de leur vie, et c'était ça, les héros des gens. Alors évidemment, d'un côté tu te dis, vaut mieux que mes héros ce soient des tzadikim, plutôt que des personnages soit qui n'existent pas, soit qui n'ont rien d'autre que des pieds. Quoique j'ai vu un reportage récemment, dans un endroit où je ne pouvais pas étudier la Torah. J'avais l'interdiction d'étudier la Torah, Veda et la Hakima, et à Mevin Yavin. Eh bien, là-bas, j'étais obligé de regarder autre chose, puisque je ne pouvais pas étudier la Torah. Eh bien, j'ai vu un reportage comme quoi le QI des footballeurs était relativement plus élevé de manière générale que la moyenne des gens. Qui regarde. Non, des gens tout court. Des gens tout court. Parce que être capable de reproduire ces gestes-là, d'anticiper, de faire des passes en profondeur à 40 mètres, qui vont calculer la trajectoire, la vitesse, machin, c'est des preuves d'un QI très élevé. Alors évidemment, on ne les a pas utilisés pour faire des théorèmes de mathématiques, mais semble-t-il que pour être un footballeur professionnel de haut niveau, il ne faut pas que tu sois bête. Bon, quoi qu'il en soit, Bémet, c'est ça mes héros. Alors, barour que vaut mieux des tzadikim que stam des gens. Mais la vraie question, elle est la suivante. Est-ce que c'est un idéal que les gens qui sont pour moi mes héros sont des gens qui physiquement sont pas là? Ça veut dire quoi, physiquement sont pas là? Ils ont été. Oui, mais c'est ce que je te dis. Est-ce que c'est un idéal que de placer comme top du top des héros du peuple des gens qui sont extrêmement intelligents, sadikim, mais qui se font physiquement peine à voir? C'est ça la beauté. C'est propre à la Est-ce que c'est... Donc toi tu dis c'est... C'est ça la beauté. Parce que ça veut dire en l'occurrence que le regard qu'on peut avoir sur cette tzadikim-là, parce qu'on en parle, n'est pas du tout perturbé par un élément physique. Donc ça veut dire que je ne mets pas du tout d'idéalisation dans la puissance physique. C'est l'héritage qui compte. Il a fait. Eh bien, je pense que c'est la terrible résultante de l'exil. Comprenez-moi bien, il est fantastique que nous ayons comme modèle des gens
avec des bonnes midot, des tzadikim et une chokhma extraordinaire. Mais abandonner tout le côté physique, excusez-moi, je vais le dire de manière très claire, c'est l'héritage du christianisme. De dire que nous devons faire une séparation entre l'Église et l'État, de dire que nous devons faire une séparation entre le monde de la chokhma, de la spiritualité, des midot, et ça n'a rien à voir avec le monde physique des muscles. Et donc, tu peux avoir quelqu'un qui physiquement fait pitié, mais c'est pas grave, ça reste quand même notre héros parce qu'il en a là-dedans. Et puis il en a dans la neshama et ce que tu veux. Eh bien, c'est une preuve terrible d'un non-monothéisme. C'est-à-dire que je me suis détaché d'une partie entière de la création d'Akadosh Baruch Hu. Si je ne m'abuse, et je pense que je ne m'abuse pas, pendant 2000 ans, effectivement, on a mis de côté toute idéalisation du physique. Que ce soit au niveau du physique corporel, de la beauté, des bâtiments, ou ce que tu veux. On s'est concentré sur la Torah, au niveau spirituel, au niveau de la Neshama et des Midot. J'en veux pour preuve que si tu achètes un bon livre Amé Hacharim pour tes enfants, des bonnes histoires de Chinour, ce que tu veux, eh bien, qu'est-ce que tu vas trouver? Toujours, on va trouver dans les livres pour enfants l'histoire d'un petit juif qui s'appelle en général Moïshele, Shleimele, Maïdele, Biden, Malasot. Ouais, c'est ça. Déjà, t'as pas de bouzaglo là-bas. Et en plus, en général, il est petit, il a des lunettes, des boutons et un bouquin. Le méchant de l'histoire, il a des PS, bien sûr. Le méchant de l'histoire, c'est le Cosaque. C'est le méchant Goy qui, lui, ressemble à une armoire à glace. En général, beau gosse qui se met en valeur, mais il n'a rien dans la tête. Et tu vas voir qu'à la fin de l'histoire, c'est le petit juif qui va gagner parce qu'il aura réussi à lui faire une entourloupe grâce à son esprit extraordinaire. En fait, je ne comprends même pas la question. En fait, je n'arrive pas à voir. Où est le problème? Je n'arrive pas à voir c'est quoi le sujet en fait. Ben, le sujet, c'est que j'ai commencé en te parlant de David. Ouais. David, il a eu une partie de sa vie où il était David Azaken. Ouais, vous savez. Ça existait. Et il était plus Racham à cet âge-là qu'il l'était à 30 ans. Il était plus proche d'Akadosh Baruch Hu, peut-être, enfin j'en sais rien en vrai, mais j'imagine qu'il a continué à étudier toute sa vie. Donc, pourquoi est-ce que tu te le représentes comme encore quelqu'un qui a 30 ans? C'est juste parce que la manière dont David a raconté, Il a fait, c'est exactement ça. Raconté, Qu'est-ce que la Torah a décidé de mettre comme accent? Sur quoi la Torah a-t-il mis son accent? Sur, non, sur sa vie, moi j'ai pas laissé finir. sa période guerrière. Alors, oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Sa période guerrière. Justement pas. C'est la malchoute. Sur le chilouv entre le fait qu'il était un guerrier, et David il a fait 18 guerres, et Neim Zmirot Israël, et qu'il est également l'auteur de Teilim. Et ça, c'est le symbole de la malchoute. Mais je parle de Melech, mais il n'y a pas que des Melachim dans les personnages du Tanakh. Je veux dire que on va te mettre dans le Tanakh le chilouv entre la puissance physique et l'union entre la puissance physique, la domination de ce monde, et le fait qu'on est présent dans le monde de la Torah et dans le monde de la spiritualité. Ça donne quoi en photo? Ça donne Rambo avec des péotes. Mais en fait, qui a imaginé? Parce que. Enfin, Tu vois plus ça aujourd'hui. non, mais tu prends Abraham Avinu. Je veux dire, Abraham Bidiouk, très bon exemple. Abraham Avinu, il ressemble à quoi? Il a commencé à se battre. Il est sorti pour récupérer Lot, etc. Ok, après, à la fin de sa vie, il est plus vieux. Tu vois, Moshe Rabbeinu, c'est Autodava. Non, mais, non. Encore une fois, quand tu regardes Moshe, très bon exemple que tu as cité. Ouais, mais- Abraham Avinu et Moshe Rabbeinu. Non, mais c'est à cause du film. C'est à cause du film, ouais. Abraham Avinu et Moshe Rabbeinu, très bon exemple. Les deux, bon, tu vas me dire, est-ce qu'Abraham Avinu, il est vieux à 75 ans alors qu'il vit très longtemps? Mais Abraham Avinu, justement, quel que soit son âge, à part la veille de sa mort, mais quel que soit son âge, tu le vois comme étant Poel Baolam Hazeh autant que Poel Baolam Elyon.
Tu le vois faire la guerre, la première guerre mondiale, c'est lui qui l'a fait. Et tu le vois comme étant présenté comme Nessi Elohim Ata Betochenu. Moshe Rabbeinu, il a 120 ans, et tu le vois comme étant le chef de guerre qui va battre à main nue, d'après le Midrash, Og Melech HaBashan. Et c'est ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que, bien sûr qu'ils sont vieux, des fois, ils sont vieux, mais tu vois que la Torah nous a montré à quel point il n'y avait pas de séparation entre ce monde-ci et le monde de la Torah à Olam HaElyon. Il n'y avait pas de séparation. Ils étaient autant présents ici que là. Ce que je suis en train de te dire, c'est que depuis 2000 ans, on a mis cette séparation. Là, on n'a pas juste pas de malroute, on n'a pas de Navi. Tu as raison, c'est pas que de notre faute. Il y a un fait. Mais ce fait, je ne te parle pas de malroute maintenant. Je ne te parle pas que de malroute ou de Navi. Je te parle de mettre en avant des qualités que dans le Tanakh on met en avant. Regarde, si tu prends par exemple le Rabbi. Oui. Le Rabbi a des photos, des images jeunes, entre guillemets, des images plus vieilles. Peut-être que dans la fonction cognitive, on a les images quand il les acquiert, mais en même temps, le Rabbi, il a mis une force physique au niveau guerrier dans son action. Et il a construit des choses. Mais je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me dire. Donc en fait, Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me dire. Tu es en train de me dire, le Rabbi, il a aussi des images quand il était jeune, des images quand il était plus vieux. D'abord, à part les images d'archives, personne ne connaît les images jeunes du Rabbi. Et d'ailleurs, on ne veut pas trop les connaître, les images jeunes du Rabbi, parce que ça crée une marloquette terrible entre les historiens et les Chabad. De savoir, quand on le voit jeune avec une petite barbe, d'après les historiens, il se rasait quand il était à la Sorbonne, et ça fait terriblement mal aux Chabadnikim qui disent pas du tout, il s'accrochait, machin. Nan. Bon, mais c'est pas le débat. Le débat, il est qu'aujourd'hui, c'est quoi les images du Rabbi que tu connais? C'est les images du Rabbi quand il est devenu Rabbi, et plutôt vers la fin de sa vie. Mais c'est d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas. Le Rabbi, c'était un homme extraordinaire, donc il a évidemment la force d'envoyer des shlichim, mais tu comprends que le Rabbi, tu ne le représentes pas comme étant Monsieur Israël, comme étant le mec qui va vaincre dans un tournoi de bras de fer. le mouvement sioniste d'après-guerre, il a rejeté. Ah, c'est l'inverse. Le mouvement sioniste de l'après-guerre, c'est l'inverse. Mais tout à fait, tu as tout à fait raison. Le mouvement sioniste, pas que de l'après-guerre d'ailleurs, depuis Herzl, bien sûr, ça a été l'inverse, où on s'est rattaché uniquement au côté, on est puissant maintenant. Mais évidemment, mais ni ça c'est bien, ni ça c'est bien. Et c'est exactement ce que le Rav Kook commence en disant Kshanachnu mistaklim ala dorot harishonim, ceux qui sont présents dans le Tanakh, qui avaient également la névoie, également la chokma, et également la puissance. Parce que quand tu vois des personnages du Tanakh, ils sont tous des mecs taillés en V. Moi aussi, je suis taillé en V, mais à l'envers. C'est un autre problème. Mais n'importe qui, alors je t'ai parlé de David, mais tu prends Guidon, tu prends Iftar, tu prends, je sais pas moi, tous les personnages. C'est justement ce que je voulais dire. Oui. Moi, j'ai fait un constat. Oui. On ne peut pas lire le Tanakh et s'éloigner du physique. C'est pas possible. Mais évidemment, C'est pas possible. prends un homme comme Benayahu Ben Yehoyada. Il n'y a pas plus grand sadique que Benayahu Ben Yehoyada. Nessia Sanhedrin de Shlomo. Sanhedrin Belishkat Agazit, Bebet Hamikdash, Nevoua, Mashtarotse. Mais Benayahu Ben Yehoyada, c'est aussi le chef de l'armée. Ça va? Ah, les Hashmonaïm pendant une génération. Après, il y a eu la chute. Nachan, la première génération. Nachan, tu as raison. Et ça, eh ben, on ne peut pas se voiler la face. Pendant 2000 ans, c'est évident que ce n'est pas ce qui a été mis en valeur. On a mis en valeur le côté Torah, Tzidkut, Midot, et c'est très bien, hein, mais on a complètement dénigré le côté physique. Alors, au niveau étatique, on n'avait pas le choix, mais on n'a pas non plus mis en avant le fait que c'est bien que ton fils il fasse du sport. Mais si, le Rambam, il en parle. Mais pendant. Mais Tu- pendant- C'est génial ce que tu me dis. Mais dans les Attendez, faits, juste deux dans secondes. les faits, Le Rambam, il en parle tout le temps. Tu as totalement raison. Non, tu as totalement raison. Pas tout le temps, mais je veux dire, il en parle, bien sûr. Mais le problème, c'est quoi? C'est que bien que le Rambam ait raison, dans les faits, moi je te parle dans les faits là maintenant, Zélo Corée. Même si je t'invite, alors c'est en hébreu, mais je vous invite vraiment, surtout vous, peut-être si vous ne le faites pas, peut-être moi un jour
je la réétudierai pour me l'approprier et pour vous la faire aussi. Mais il y a une conférence magnifique, magnifique. Je vous invite à aller écouter sur YouTube de notre maître à tous quand on essaye d'apprendre l'histoire, maître Uriel Feinerman Shlita, en hébreu. Alors vous marquez Café Da'at de Roni Akrish. Vous connaissez le Café Da'at? Café Da'at, marqué Café Da'at Uriel Feinerman. Et il y a une conférence sur l'âge d'or des Juifs d'Espagne. Ok? Café Da'at, tu marques Café Da'at Uriel Feinerman. Uriel Feinerman. Et non, il y en a une qui s'appelle Tor HaZahav Shel Yehudei Sfarad ou Mashukazé. Vraiment, je vous invite. Bon, d'abord, au niveau historique, c'est extraordinaire comment il explique et tout ça. Mais surtout, il va justement te montrer que Tor HaZahav, ça a duré 150 ans. C'est pas du tout jusqu'à Geroush Sfarad. C'est entre les années plus ou moins 1000 et 1200. Et effectivement, à ce moment-là, il y a eu une recrudescence de la grandeur juive presque d'antan. Il n'y avait pas la névoie, il n'y avait pas Malchut, mais tu vois tous les Gdolé Olam que tu connais, mais comme étant des rabbins, s'intéresser à des choses que si on avait parlé d'eux comme ça dans le monde ashkénaze, ils les auraient dénigrés, pas qu'ils les ont pas dénigrés, mais ils les auraient dénigrés encore plus. C'est-à-dire que tu vois des gens comme Rabbi Yehuda Halevi, comme Rabbi Avraham Ben Ezra, comme Rabbi Shlomo Ben Gabirol, tous ces rabbins-là sont des Gdolé Olam, qui t'écrivent des poèmes sur la beauté du miroir, qui t'écrivent des poèmes sur la beauté de l'arbre, qui t'écrivent des poèmes sur la beauté d'une femme. C'est pas des troumim, c'est pas des sujets. C'est des sujets kabbalistiques. Ah non, pas du tout kabbalistique. Ah non, tu lis les poèmes, c'est du Tachles de la Tachles. Ils te font des énigmes, des chidotes, mais pas sur des mots de Torah. Non, c'est un troum rachav énorme. Mais c'était un petit moment de l'histoire où effectivement le peuple juif en Espagne avait, si tu veux, les mains libres. Bon, ça a été un petit moment. De manière générale, et le Rambam c'est la fin de cette période-là. Maintenant, de manière générale, Am Israël, Bagalout, il n'a pas mis l'accent sur le physique. Je vais pas te... Tu le sais. Et donc, nous dit le Rav Kook, il faut revenir au Chibour. Bien sûr qu'il ne faut pas aller dans le travers de ce qu'a voulu faire le sionisme laïque, à savoir de ne mettre en avant que le physique, mais il faut ramener les deux. Donc maintenant, l'introduction est terminée, on peut rentrer dans le texte. Kshe'anu mistakelim bedorot harishonim, donc גיבורי התנ"ך, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עוסקים במלחמה, פאז' י"ד. C'est bon? אותם הדורות שהיו עוסקים במלחמה. Ok? Ces gens-là, ils faisaient la guerre. Parce que je te rappelle quand même que pendant toutes les générations de l'exil, on a dit qu'il fallait pas faire, enfin, il fallait s'écarter de toute altercation. Le juif, on lui a habitué à quoi? À baisser la tête et à subir le pogrom en priant qu'il ne soit pas trop difficile. Non, je n'affabule pas. À aucun moment, on a vu des rabbins qui ont dit, eh bien, vous savez quoi, les fourches qui nous servent à retourner le blé, on va les utiliser pour embrocher le prochain cosaque qui vient. On n'a jamais entendu ça. Alors que ça paraît évident. Eh bien, on nous dit ici, Otam adorot shayu asukim bemilchama, vehem hem agdolim shanu mityachasim elehem beididut vegdulat kodesh. Mais là, il parle pendant le Tanakh, pendant les premières générations. Le Tanakh, Torah, Nevi'im, Pas du tout Ketuvim. dans la galoute, là. Non, Voilà. il te dit, c'est justement ça, il te dit, pendant la galoute, tu as regardé que la tzidkout éloignée de ce monde. La galoute, Aval. tu as cherché à te protéger surtout. Oui, pas au niveau seulement physiquement. Physiquement, tu as subi. Mais tu ne peux pas te protéger d'autre chose à part le physique. Qu'est-ce que vous Oui, mais tu t'es pas protégé physiquement tellement. Il y a la Se Torah comment pour on se protège? garder le peuple, il y a la Mais Torah. comment on se protège?
on fait une muraille autour du ghetto, on entraîne tous nos hommes entre deux daves de Gemara à faire du Krav Maga. Parce qu'ils sont en danger. Mais on l'a pas fait. On l'a pas fait. On n'est pas devenu bagalout, des guerriers pour nous protéger. On aurait pu imaginer que le peuple juif, En particulier en Pologne. on les a subis. Mais il y a eu un mouvement de résistance quand même. Mais rien du tout. Tu parles du reste de quoi? De la résistance Mais il y a de la toute révolte du l'histoire ghetto de là-dessus Varsovie? Sur les pogroms des comment ils se sont faits pendant la guerre Mais vous parlez quoi? De pendant la guerre? Vous êtes en train de me dire, pour amener une couchia à ce que je suis en train de dire, vous êtes en train de me parler de l'époque où justement le peuple juif a recommencé à mettre l'accent sur la force physique. Ben, ça marche pas, oui, évidemment. Mais il faut se défendre. Mais vous n'arrivez pas à Botaï. Non, je suis désolé, il faut qu'on fasse un peu de céder. Les amis, vous n'avez pas compris. Vous êtes en train de m'amener comme exemple la période du XXe siècle. Mais dans toutes les Non, pendant 2000 ans, c'est pas que Pendant 2000 ans, il n'y a pas eu de révolte. C'est l'onachon. Mais ça n'a pas empêché qu'ils aient résisté au pouvoir. Si, on n'a pas résisté au pouvoir en place, c'est pas vrai. On n'y a pas résisté. Entre les années. Ils ont subi simplement. C'est ça, exactement. Sans réagir. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Pendant 2000 ans, entre les années. Alors 2000 ans, j'exagère. En fait, c'est 1700 ans. Entre les années 200, où on a terminé avec les révoltes après la révolte de Bar Korva, jusqu'aux années 1900, les Juifs, ils n'ont pas réagi. Alors tu vas pouvoir me sortir une mini-révolte qui a eu lieu dans un mini-village. Nous, Besséder. Tamid, on va trouver un petit truc. Les Eshtouyotes. Tu vas pouvoir me dire qu'il y avait un grand mercenaire juif qui s'appelait David Aréouveni. Waouh. C'est-à-dire, tu ne le connaissais pas avant que je t'en parle. Donc, Zélo Bémet. Maintenant, effectivement, au XXe siècle, on a vu des résistances petites, mais n'oublie pas que c'était l'époque où le peuple juif était en train d'abandonner la Torah d'un côté et de se rattacher au côté puissance. Et donc, eh bien, ces résistances-là ont vu le jour. Il y a fait méode, je suis pour. Mais je te dis, c'est pas du tout ce qui s'est passé durant l'exil. Durant l'exil, quand le pogrom arrivait en Pologne il y a 300 ans, tout le monde s'enfermait chez lui, fermait les portes à double tour, en priant que ça soit pas trop violent cette semaine. C'est tout. Je te rappelle le minag, on en a déjà parlé. Je te rappelle ce minag fantastique que les Sfaradim nous rigolent au nez quand ils entendent ça. Voilà, de ne pas étudier la Torah le soir de Noël. Et je ne te rentre pas dans les dimensions des chassidim, les klipot atouma, non. Tarles, la raison du minag, c'était de dire, tu ne peux pas étudier la Torah chez toi. Où est-ce que tu vas étudier la Torah? À la synagogue, chez le rabbin, avec le rabbin. Parce que toi, tout seul, tu ne connais pas. Donc, on a interdit de sortir de chez nous. Donc, ça veut dire, tu ne vas pas étudier la Torah. Parce que c'est dangereux de sortir dans les rues le soir de Noël. Parce que les goïms, ils vont venir après la messe et ils vont nous massacrer. Il disait que Noël, il n'y avait pas de Dieu. Noël. Mais c'est-à-dire, nous. Non, c'est vrai, il disait. Non, ils disaient pas ça. Ah, n'importe quoi. Genre, les chrétiens, le soir de Noël, ils vont dire, il n'y a pas de Dieu. Pour les Juifs. Il n'est pas là, le bon Dieu pour les Juifs. Il n'était jamais là pour eux. D'après eux. D'après eux. Bekitso, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils se réunissaient dans les maisons, fermées à double tour, en priant que ça passe. Oui. Ça donne. Donc, nous dit ici le Rav Kook, il faut revenir à ce chilouv-là. Parce que le problème, il est qu'on en a fait un idéal. C'est surtout ça le problème. C'est que comme tu me dis tout à l'heure, il y a un idéal. Ou un mode de vie. Un mode de vie qui est devenu un idéal. Que le tzaddik, c'est quelqu'un qui physiquement fait peine à voir. Mais c'est pas grave. Parce qu'il est tzaddik. Ben non. L'idéal, c'est quelqu'un qui a une musculature, Baruch Hashem, et des connaissances de Torah, Baruch Hashem. Ça va ensemble. Parce que je rappelle que Dieu, il a créé le monde. Et dans le monde qu'il a créé, il y a le spirituel, mais il y a aussi le matériel. Donc, nous, ce qu'on vit, c'est un idéal. Nous revenons à cet idéal, Baruch Hashem. Et c'est ce qu'il dit. Donc, Hem, Agedolim, Shanu Mityachasim Alehem, Beididut, on les kiffe. Giboré Tanakh, on les adore. Quand on parle de David, on a des étoiles dans les yeux. Quand on parle de Moshe Rabbeinu, quand on parle de Gidon, ce sont des gens extraordinaires qu'on aime beaucoup.
ou bigdulat kodesh. Ce ne sont pas que des gens sympathiques. Zekdolé haolam. C'est-à-dire, inenu mevinim. C'est-à-dire, on a lu la paracha de Pinchas il y a 2 minutes. Pinchas, c'est quelqu'un, je veux dire, pour embrocher 2 mecs en un seul coup, il faut un biceps et un triceps intéressant. C'est pas d'avoir Il y avait en plus. Ah, tu dis, il a fait un chipoud aussi. Ah ouais. Ah ouais. Il a montré à tout le monde Ah. Il a fait le loulav. Bon, bah, t'imagines qu'il faut. Il en faut dans les bras. Ça va? Ah, c'est l'eau pas shoot. Bekitsour, Gam Kacha, je pense que les Kohanim au Beth Amikdash, ils avaient des heures de musculation. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais Avodat Akeuna, Oui, c'est c'est- extrêmement physique. C'est de musculation. Ouais, non, c'est très physique, donc il faut être prêt. Quoi. Pas que Kippour, pas que Bichlal. Encore plus. Non, c'est pas les Kohanim qui faisaient les pirouettes, c'est les Rabbanim. Il y a marqué Chassidim ve'anshe ma'aseh. Donc Chassidim, ça peut être aussi des Kohanim et des Lévi'im, mais je veux dire, c'était Dafka les Skenim qui avaient gardé justement leur puissance d'antan, et ils étaient très bons jongleurs. Hein. Par exemple, le Rabbi Shimon Gamliel, il jonglait avec du feu et tout. Après, c'était des jeunes hommes qui montaient. Ah, les jeunes hommes, eux, ils montaient, regardez Pour voir. allumer. Et- Pour allumer la lumière. Les torches, les machins, non. Mais ceux qui étaient dans l'action, c'était les Skenim. Ah, ça. Tu vois que c'était pas le même délire qu'aujourd'hui. Hein. Et alors on te dit quoi? Inenu mevinim chez Azik Anishmati, c'est-à-dire chez Azik Anishmati ou Ayesod. Mais c'est Azik Anishmati. C'est des neshamot particulières. Semble-t-il que pour arriver à être Gibor, Zelo Kazem Mesubach. C'est pas très compliqué d'être monsieur univers. Des heures d'entraînement à la salle et tu y arriveras. C'est pas shoot. Et la nourriture qu'il faut, c'est bon. Être un Chacham Gadol, c'est pas non plus très compliqué. Tu t'enfermes au Beth Midrash et t'étudies, tu vas devenir un Chacham Gadol. Aval, pour arriver à être un homme qui fait le shilouv, qui est et là, il semblerait qu'il faut une neshama particulière. Hazik, anishmati ou ayesod. C'est l'impulsion. C'est-à-dire le fait que tu décides de t'impliquer dans la vie concrète, ce qu'on appelle nous aujourd'hui la politique, avec ta Torah, c'est pas donné à tout le monde. Pourquoi tu traduis Azik? Le truc, Azik Anishmati, la particularité de la Neshama. Ok? C'est l'impulsion. Ok. C'est Non. le ressort qui te Non. donne l'impulsion. אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. Rafouk nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est pas les gens qui déterminent la période, mais c'est la période qui détermine les gens. C'est suivant ce que tu vis. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait une période particulière, il fait apparaître les Neshamot qui sont capables de gérer cette période. Alors, on le voit qu'à posteriori, le Rav Kook nous le dit maintenant, donc comme ça on sait que on saura analyser le futur. C'est-à-dire, à l'époque, nous dit le Rav Kook, où il y avait des guerres tout le temps, eh bien il fallait des hommes qui avaient la Neshama adéquate pour faire le lien entre la Torah et la guerre, et la puissance. Pendant la galoute, c'est-à-dire l'autre sarir. Donc on n'a pas vu beaucoup de Neshamot qui voulaient concilier les deux. Tu as compris que le Rav Kook écrit ça pour te dire qu'aujourd'hui, on a besoin. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il ramène des Neshamot comme ça. Moi, je pense qu'il ne suffit que soit d'écouter mon cours, soit de lire le livre sur la biographie du Rav Shlomo Goren, et tu te rends compte qu'il n'y en avait pas des rabbins comme ça. Parce qu'il n'y en avait pas. Et je ne parle pas de grandeur en Torah, ça y en avait. Mais des personnalités comme celle du Rav Goren, il n'y en avait pas.
Peut-être parce qu'il n'y avait pas besoin. Mais maintenant, il y a besoin, donc Akadosh Baruch Hu, il amène des gens comme ça. C'est ça? הוא גרם להופיע את אלה הנשמות, שהרגשתם הפנימית בתוכן שלם הייתה. Voilà, c'est ça le sod. Qu'ils étaient shlemim, qu'ils ne voyaient pas du tout de séparation entre l'Église et l'État, entre le saint et le profane, comme ils disent. Qu'Akadosh Baruch Hu echad, donc Haolam shelo echad. Donc quand j'étudie une Gemara, c'est pas moins important que lorsque je vais faire un petit footing. Ze megale et Akadosh Baruch Hu, veze megale et Akadosh Baruch Hu. C'est clair? Hein? L'histoire parle. Quand tu prends l'Empire perse, l'Empire grec, l'Empire romain, par la force, ils ont occupé le monde, et par le manque de Rokhma, ils ont disparu. Nachon, Nachon, tout à fait. Ben, aujourd'hui, moi, je suis content de ce que j'entends. Ça fait plaisir. Parce qu'il y a longtemps que j'ai compris ça. Et que je fais exactement ça. Voilà. Le plus grand nageur d'Israël. Non, je ne serai pas le plus grand, mais je fais ça et ça. Donc j'ai Nachon? compris. Ben oui, t'aurais pu, non? Avant le Rav Kook, Bravo. j'ai pas lu le Rav Kook, mais j'avais compris avant. Non, parce qu'il a dit, il y a des neshamot particulières qui sont revenues. Peut-être. Ben voilà, c'est tout. Donc, בהרגשתם הייתה שלם הייתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. Toutes les guerres, c'était des guerres pour l'essence même de l'existence du peuple juif, c'était en vérité Milchemot Hashem. Il fallait le savoir, il fallait en avoir conscience. Les guerres de Dieu. Ok? Et ça, il faut en avoir conscience. Milchemot Hashem Aïta Be'akara Penimit. Azizim. Azizim Ayu Berucham. C'est-à-dire quoi? Mazé Azizim. Aziz. La force de créer des choses. Azizim Ayu Berucham. Veyadou Be'omek Achosher Lifror Batov. Velasur Minara. Incroyable. Je rappelle toujours ça, mais on le connaît tous très bien, ce fameux devoir de l'université de Haïfa, d'une jeune élève musulmane qui a présenté comme projet de thèse que les soldats de Tsahal sont racistes, parce qu'ils ne violent pas les femmes palestiniennes. La question est la suivante. C'est le contraire, rapport à la France. Quoi? Ils sont racistes. Ben oui. Elle aurait voulu qu'il ait. Ben, elle dit dans son développé que dans toute l'histoire, lorsqu'un peuple vient conquérir un autre peuple et qu'une armée reste en place longtemps devant une population civile, il viole les femmes. Eh ben, c'est bien, Mais Israël ne le fait pas. C'est la preuve qu'ils sont racistes. c'est bien pour nous, ça. Ah, si c'est pas. Il y en a qui marchent. Il faut dire Comment marcher sur la la tête vérité. Ça y est, qu'est-ce que je te dis? Alors, c'est pas le débat. La vérité, il faut dire qu'elles ne sont pas attirantes. Non, il y en a peut-être des très jolies, c'est pas le débat. C'est incroyable que des professeurs viennent. Oh non, Jeannette, on va pas débattre là-dessus. Le fait est que Béhémet, quand tu es dans des dimensions de guerre, tu as des dilemmes, des vrais dilemmes, des dilemmes moraux. Des Béhémet, des dilemmes moraux. Et il faut une force particulière pour se sortir de ces dilemmes moraux. Pour ne pas que le fait que tu sortes en guerre, eh bien, enlève la tov, la hara. Et tu deviens un animal sinon. C'est très problématique. Moi, je vous ai déjà raconté, je vous le redis, pour les internets. J'ai été envoyé un jour en mission. On devait aider un terroriste à ne plus jamais terroriser. C'était la mission. Parce que tout seul, il ne voulait pas... C'est enregistré là. Nachon. Je ne vais pas te dire qui, je ne vais pas te dire où, t'inquiète pas. Non, le Shabak est au-dessus de nous, de toute façon. Il nous regarde, Big Brother. Toi, tu crois qu'ils sont en train d'installer le Masgan et tout, mais tu ne sais pas qu'ils ont mis des caméras partout. Parce que le Rav Benishai fait peur à l'intelligentsia. Bekitzour, on devait aider un homme
à ne plus terroriser. On avait deux unités. Il y avait la mienne et une autre qui devait servir de ripouille, eux, ils devaient surveiller les alentours. Kitsour, on est arrivé, on a fait ce qu'il fallait faire, on a fait notre mitzvah à Kolto. Et normalement, on devait être évacué juste après, encore pendant la nuit. Il y a eu une takala, Bekitsour, non, on viendra vous chercher que, non, la nuit prochaine. Takala, c'est. C'est-à-dire, au lieu de venir nous chercher à 4h du mat, ils viendront nous chercher vers minuit. Donc il fallait prendre position dans la maison. On connaît le standard, personne ne sait qu'on est là. Donc, c'est-à-dire, on va gérer. Et on était parti pour quelques heures seulement. Donc on avait, à part nos rations de survie, on n'avait rien pris avec nous. Au milieu de la journée, je sais pas, 2-3 heures de l'après-midi, ou encore une fois, on avait nos rations. Elles ne sont pas bonnes, les rations. Mais on avait de quoi tenir. Il y a un des soldats de l'autre unité qui vient nous donner du chocolat. Cool. C'est bon. Bah attends, élite, hein. Cachère et tout, la méadrie. Il n'a pas fondu. Non, il n'a pas fondu. Bah, qui t'a dit que c'était en été? Hein, tu veux prêcher le faux pour savoir Non, le parce vrai, hein. que c'est un pays chaud. Hein. Oui, mais alors, si la mission elle a eu lieu en décembre, hein, tu sais pas. Bon, mais Kitsour, donc tout le monde prend la part de chocolat, on est content, on mange chocolat. Et puis je me dis, c'est bien hein, que tu aies pensé que peut-être on allait être coincé pour prendre du choco. Il me dit, ah ben non, j'ai pris de la maison, dans la cuisine. Et à ce moment-là, j'ai interdit aux gens qui étaient à côté de moi de manger. La mamakara. Je dis, ben, c'est Gneva, c'est du vol. Naturellement. Il me dit, mais c'est la guerre. Il dit, mais c'est la guerre. Si c'est Pikoar Nefesh, qu'il n'y a pas le choix, que tu as un cas de vie ou de mort, que tu n'as rien à manger, que ça risque de mettre en péril tes aptitudes à te combattre, alors donne-moi du cochon. Donne-moi un truc meilleur qu'un chocolat. Mais si c'est pas nécessaire, parce qu'on a nos rations qui sont pas bonnes, mais qui sont là, C'est gazelle. c'est gazel. C'est du vol. Absolument. Pas shoot. Mais effectivement, quand tu es en pleine action, eh ben, tu as besoin de forces différentes que quand tu es au Beth Midrash. Je rappelle à tout le monde, c'est Zélom et Soubar. C'est pas compliqué d'être un tzaddik au Beth Midrash. La pire chose qui puisse arriver, c'est qu'il y a un mec qui est un peu renversé ton thé. Le téléphone qui sera. Quel téléphone? Il n'y a pas de téléphone au Beth Le Midrash. téléphone qui sera à l'alentour. Ah, chas v'shalom, ça, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Merci. Merci. C'est bien compris. Ça, vous avez compris. Donc il nous dit, Azizim ayu berucham veyedu beomek achosher lifchor batov. בסדר? ולסור מן הרע. גם כי אלר בגי צל מוות לא יראה רע. אני לא מפחד להיות רע. למה? כי אני יודע להיות טוב. Quand j'explose mon ennemi, c'est לא רע. Ça, c'est ce que Aman a essayé de dire à Mordechai. Vous vous rappelez de l'histoire? Finalement, machin, nanana, car t'as assez le Mordechai à Yehudi. Donc il vient chercher Mordechai, il l'habille des habits magnifiques et il doit le faire monter sur le cheval. D'accord? Seulement, n'oublions pas que Mordechai, ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas bu. Il n'a pas la force de monter sur le cheval. Donc qu'est-ce qu'il fait Aman? Il se baisse. Non, il se met à 4 pattes pour faire de son dos un tabouret. Pour que Mordechai puisse prendre appui et monter sur le cheval. Et pour tous les véritables connaisseurs de France, Arabie Saoudite 1998, eh bien, Mordechai s'essuie la crampon sur le dos de Haman. Et tout celui qui aura compris la référence aura compris. Je pense qu'il y en a un qui a compris. C'était 98, mon ami. Bah oui. C'était 98, Il a essuyé, mais c'est bien sûr. sûr. Il a essuyé. c'est Et bien sûr. Ah là là, je te croyais plus au fait de ce genre de choses. À tel point qu'il a raté non seulement le match du Danemark, mais également le 8e contre le Paraguay. Et qu'il est terriblement stressé.
il reviendra face à l'Italie et ne nous aidera pas beaucoup. Quoi qu'il en soit, Mordechai s'essuie la crampon sur Aman. À ce moment-là, le Midrash nous dit que Aman lui dit « Hé, t'es pas censé faire ça? Arekatouv betoratrem, bin pol oyifra al tismach. » C'est marqué dans ta Torah, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Donc qu'est-ce que tu fais à prendre plaisir à monter sur le dos? Et Mordechai lui répond, Lo, lachem, alechem, akatouv medaber, pour vous, Amalek, tout ça, c'est de vous qu'on dit, albamotemo tidroch. Tu l'écraseras. Donc, lorsqu'on fait la guerre et qu'on met toute la puissance nécessaire pour vaincre son ennemi, ça ne s'appelle pas faire le mal. De toute façon, on est là pour C'est faire le bien. La guerre, c'est quoi? Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout est permis? Non. Voilà, c'est ça. Bah oui. On garde les valeurs morales. Bah évidemment. Toute la beauté. Ça donne? C'est pas 50. Quand tu es face à un ennemi qui veut te tuer, l'épargner, c'est faire le mal. Nachon. כשאנו מתבוננים עליהם, הננו בכל הופעת הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם. Quand on regarde donc ces gens extraordinaires de l'époque, qui faisaient la guerre et qui étaient tzadiké olam, eh bien on a envie d'être comme eux. On a envie d'être comme eux. לכוח החיים הטוב, החטוף והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם. On a envie d'être puissant aussi comme eux. Comme on l'a dit, c'est l'époque qui a voulu ça. Nahon. Ces gens-là, Nous ils dit le étaient Rav pour Kook, l'époque. l'époque que nous vivons, elle veut ça aussi. Il est temps de refaire vivre ce genre de choses. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas compris. Ah, bah, pas encore. ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, מתגבר, וכוח גבורתנו מתעדן. Au niveau rouchani aussi, on est plus fin. ואותם הנשמות החזקות חוזרות להיות בנו כימי עולם. Et ces neshamot extraordinaires reviennent dans le monde. C'est le Rav Goren, c'est les tzadikim, c'est Roy Klein, c'est Dagan Moshe Wartman, c'est tous ces chayalim tzadikim qui sont kdoshé olam, aussi dans leur connaissance de Torah, mais dans leur capacité à mener le peuple. Mais c'est pas que des soldats, hein, c'est également des hommes politiques, c'est des gens qui sont et dans ce monde, et dans ce monde, et qui font que Hashem Echad ou Shemo Echad. Moreno, ודאי. חזק וברוך. Il reste pour le